En République démocratique du Congo, des veuves et orphelins se voient souvent déshérités, voire même dépossédés de leurs droits de succession, soit par ignorance de la loi en la matière, soit par peur de celui qui les déshérite, qu'il s'agisse d'un parent ou d'un proche de la personne décédée qui intimide la veuve et les orphelins. Cette problématique de succession est juste la dévolution du patrimoine d'une personne qui vient de décéder à ses héritiers à titre universel ou à titre particulier. Lorsqu'une personne décède, étant donné qu'elle perd l'exercice de tous ses droits, son patrimoine est dévolu aux vivants et surtout ceux qui doivent hériter d'elle. Comment s'organise cette succession en droit congolais? Quand est-ce que les héritiers jouissent de leurs droits? Justicia Magazine tente de répondre à cette problématique avec un des praticiens des droits, à l'occurrence Maître Willy Wenga Ilombe, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Comment s'organisent les droits de succession en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Christian, de cette visite à notre bureau. Et la question que vous venez de soulever, c'est une question importante, la question des successions. Je pense une ou deux fois, on a eu déjà à parler de ça, mais le problème demeure. La question de succession ou d'héritage en droit congolais est organisée par le Code de la famille, en ses dispositions pertinentes sur les successions. Et lorsque vous examinez le Code de la famille, vous allez vous rendre compte que le législateur a prévu tout en ce qui concerne la succession d'une personne qui vient de décéder. On parle de succession que lorsqu'il y a une personne qui vient de décéder. C'est même une succession au trône, où une personne peut même laisser le pouvoir, abdiquer, et dire, bon, moi je suis encore en vie, mais mon pouvoir est exercé par mon fils ou par mon petit frère. En matière de succession, on ne parle de succession en droit des personnes que lorsque il s'agit d'une personne décédée ou lorsque, en cas d'absence, de disparition, on arrive à dresser un constat que la personne, après une certaine période, il est supposé être décédé. C'est à ce moment-là qu'on parle de la succession. Donc on ne peut pas de la succession en dehors du décès. Et que lorsque une personne venait à décéder, sa succession s'ouvre au domicile où il vivait, là où il est décédé, c'est là où sa succession s'ouvre. Et comment s'organise cette succession-là? C'est que la succession s'organise d'abord par un conseil de famille. Un conseil de famille doit être convoqué, conformément à la loi. Ça peut être composé par 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. Mais la loi elle-même a indiqué qu'ils doivent être membres du conseil de famille. Beaucoup plus, la loi n'aime pas que les gens qui sont intéressés à la succession soient membres du conseil de famille. Mais dans la pratique, les gens qui constituent le conseil de famille sont toujours les membres de famille. Et le rôle de ce conseil de famille, c'est de désigner un liquidateur. Parce qu'après la mort d'une personne, ne peut parler à son nom qu'un liquidateur. Et ce liquidateur-là n'est pas une personne autoproclamée. Ou ngaïnde héritier, ngaïnde liquidateur, beaucoup localisé sous nini. Non, non. La loi a dit que le liquidateur doit être désigné. Mais cette loi a indiqué au moins où peut-on trouver ce liquidateur-là. Dans l'ancienne version du Code de la famille, avant sa révision en 2015, on parlait de les aînés des héritiers. Les aînés des héritiers. Ce qui faisait qu'on pouvait trouver un grand-père comme héritier, le père de celui qui est décédé comme héritier, son grand frère comme héritier, mais il y a eu beaucoup d'abus, au détriment de la veuve, au détriment des enfants. Et la loi modifiée a consacré maintenant que le liquidateur peut être désigné parmi les enfants, les héritiers de la première catégorie. Et la loi parle de l'aîné des héritiers de la première catégorie. Donc pour aujourd'hui, selon la loi aujourd'hui, le liquidateur ne peut être que l'enfant de la personne décédée. L'aîné de ses enfants.
Mais il faut reconnaître que si cet aîné-là, c'est un soulard, on n'arrive pas à donner l'expression à un soulard. Si l'aîné-là, c'est un chanvriste qui, 18 heures sur 24, il n'a pas ça. Ou bien si c'est un voleur qui peut tout prendre, tout vendre au détriment de ses frères en un jour. Le conseil de famille peut dire non. Pour telle raison, cet aîné-là ne convient pas. Nous prenons un autre. Alors, lors du décès d'un des Kouyous, il laisse un testament. Comment va se passer la succession? Oui, en fait, je n'ai pas dit ça au début, mais une succession peut être ab intesta ou une succession peut être testamentaire. Donc, quelqu'un meurt, peut laisser un testament ou peut ne pas laisser un testament. Là où il y a le testament, souvent le testament désigne déjà la personne qui va partager les gens. Les testateurs désignent des gens. Et ils partagent déjà les biens. Mais le testament ne valable qu'ici, ça ne viole pas la loi. Oui. Le testament ne peut pas violer la loi. Si par exemple quelqu'un meurt, et il dit bon, ma maison de ma campagne, je donne à ma famille, à mes enfants, je ne donne rien parce que je les ai fait étudier. Ça viole la loi. Effectivement. Oh, mes enfants, l'unique investissement que j'ai fait pour mes enfants, ce sont leurs études aux États-Unis. Non, vous avez violé la loi. Lorsqu'un testament viole la loi, le testament n'est pas valable. Ça signifie que le testament peut être fait, mais le testament est aussi contestable. Alors, lorsque vous voulez dresser un testament, il faut toujours chercher un avocat, chercher un notaire qui va vous aider à dresser un testament qui est un testament de paix. La paix ne signifie pas violer la loi. La paix signifie se conformer à la loi. Voilà. Mais une fois que le testament est respecté, est accepté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aussi acceptent le testament, soit parce que c'est conforme à la loi, soit on l'accepte parce que tolingo kufate papa si aloba. Hein? Volonté à Moïse. Malobani. Aloba bo alobi ndako na ye kaka mwasi na ye wana oyo ba utala na mbujimai. Alors qu'avec cette femme-là, ils ne sont pas mariés. Comment on va donner un bien de la succession à une femme non mariée? C'est illégal. C'est illégal. Alors, comment authentifier un testament? Un testament, on l'authentifie devant le notaire. Parce qu'un testament peut être holographe. Hein? C'est-à-dire à la main, manuscrit. Ça peut être authentique aussi. C'est-à-dire que vous faites vos déclarations devant le notaire qui vient de prendre vos déclarations. Et ça a un caractère secret. Un testament qui est connu avant la mort de quelqu'un n'est pas un testament. Un testament qui est ouvert. Testament, c'est plus un testament. Parce qu'il y a des gens qui peuvent même précipiter la mort du découvert. Il y a des gens qui peuvent précipiter. Le testament, ils font quoi? Allez, ils liquident leur papa ou leur maman. Alors, quel est le rôle que joue les liquidateurs? Le liquidateur n'a aucun rôle que l'administration de la succession. C'est le liquidateur qui administre le bien laissé par son père, les biens laissés par sa mère. Il est le gestionnaire. C'est lui qui engage la succession. Parce que la succession, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. Et il y a surtout beaucoup d'intervenants dedans, beaucoup d'ingérence dedans. Il faut qu'il y ait un coordonnateur. C'est lui qui doit payer les dettes laissées par le défunt, mais lesquelles dettes doivent être payées sur le bien du défunt. Voilà. Et dès qu'il a terminé à liquider les dettes, c'est lui qui peut proposer aussi le partage, la liquidation de la succession aux différents héritiers. Et ce conformément à la loi. Par exemple, lorsque le papa venait à mourir, il laisse une maison. Et cette maison-là a des locataires. Cela signifie que désormais, celui qui doit signer des contrats de location avec les locataires, c'est les liquidateurs. Par exemple, le papa a laissé des magasins, à gauche, à droite, lui meurt. Mais tous ces magasins-là, c'est lui-même qui était gérant. Il en était même propriétaire. À sa mort, celui qui est désigné liquidateur, qui doit gérer ces biens-là. Il va les administrer. Mais il doit les administrer pour en rendant compte. Parce que maintenant, c'est les biens de la personne décédée.
Mais comme les successions, ça devient un bien collectif. Ça devient une copropriété. Il les gère pour les propriétaires. Lui-même a sa partie là-dedans. Mais ses frères et sœurs, son grand-père, sa mère, si elle est la femme légitime du conjoint décédé, ainsi que ceux qui sont appelés à la succession, sont tous membres de cette succession. Et le liquidateur, en gérant le bien de la succession, doit rendre compte aux héritiers de sa gestion. Donc un liquidateur n'est pas un roi. Un liquidateur n'est pas une personne maintenant, ma petit boss a rentré dans un liquidateur. Hein. Non, non, non. Un liquidateur, c'est juste un administrateur qui a une obligation de redevabilité. Au-delà de l'obligation de la bonne gouvernance, j'apprends un peu les termes des hommes publics, au-delà de l'obligation de la bonne gouvernance, il a aussi l'obligation de la redevabilité. Bien gérer les biens et rendre compte aux héritiers. Et lorsque un liquidateur gère mal, lorsqu'on soupçonne le liquidateur de détournement des deniers privés, ici on ne peut pas parler de détournement des deniers publics, lorsqu'on parle de fraude ou d'enrichissement des liquidateurs au détriment des autres héritiers, on peut le destituer, on peut le remplacer. Mais le remplacement d'un liquidateur, c'est encore le conseil de famille qui doit se réunir pour le remplacer. Mais beaucoup de liquidateurs n'aiment pas qu'on les remplace parce qu'ils ont déjà goûté à la gestion. Souvent, le remplacement des liquidateurs se fait par voie judiciaire pour que le tribunal désigne soit un nouveau liquidateur, soit impose à la succession un liquidateur judiciaire. Parce que la loi dit nulle personne ne peut être forcée de rester dans l'indivision. Donc, lorsque votre papa meurt, lorsque votre maman meurt, et il vous laisse les biens qui constituent sa succession, vous êtes tous des héritiers. L'un de vous gère, ou deux de vous, parce que les liquidateurs peuvent être aussi à 2 ou à 3. Et puis, à un certain moment, il y a ceux-là qui estiment que non, il faut quand même qu'on liquide. La liquidation d'une succession se fait conformément à la loi, selon le part de chacun. La loi dit que lorsque une succession n'a qu'une seule maison, comme un bien, cette maison-là appartient exclusivement aux enfants. Donc, il ne peut pas parler qui notamment si au Koyate, que non, voilà cette maison, ma petite, d'ailleurs, moi je suis le propre sang de votre père, la chambre à gauche devient ma chambre. Non, non. Lorsque une succession n'a qu'une seule maison, laissée par le papa ou la maman, parce que peut-être le père ou la mère qui en était propriétaire et qui est décédé avant, le bien appartient exclusivement aux enfants. Mais, Christian, je dois rappeler qu'on ne parle pas de la succession avant qu'on ait parlé de régime matrimonial. C'est-à-dire qu'on doit d'abord dissoudre le régime matrimonial des époux pour qu'on puisse arriver à la succession. Bon, ce n'est pas tous les époux qui ont le régime matrimonial. Il y a ceux-là qui n'ont pas le régime matrimonial, mais ils ont vécu maritalement. C'est le cas des gens qui vivent sans mariage. Ils peuvent avoir des biens, mais ces biens-là ne sont pas couverts par le régime matrimonial. Les gens qui ne sont pas mariés, ils vivent une vie pratiquement de régime de séparation de biens. Parce que lorsque vous n'êtes pas marié, chacun ses biens. Et à ce moment-là, lorsque l'un venait à mourir, c'est sûr c'est bien que s'ouvre la succession. Et si c'est cette succession-là, il y a une seule maison, ça appartient aux enfants. S'il y a 2 maisons, une des maisons déjà est pour les enfants. Et l'autre est distribuée aux autres héritiers. Mais le partage le plus clair proposé par le législateur, c'est le 3/4 et 1/4. C'est-à-dire quoi, Christian? C'est-à-dire que la liquidation d'une succession s'opère à raison de 4/4. Donc, on considère que la succession, l'unité constitue les 4/4. Les héritiers de la première catégorie, donc les enfants de la personne décédée, ont droit à 3/4 de la succession. La loi n'a pas dit ils doivent être 10, ils doivent être 11, ils doivent être 7, ils doivent être 3. Même si le Découyous est mort, il n'a laissé qu'un enfant. 3/4 pour cet enfant-là. Yo petit yo tala mutuna yo. Bon comment petit yo, comment chombe yo kaya kozwa 3/4 wa. Biso batata to kozwa non non, la loi dit 3/4 c'est la part des héritiers de la première catégorie. Que ces héritiers-là soient 2
qu'il soit seul. Vous comprenez? Qu'il soit à 10, qu'il soit à 20, c'est 3/4 de la succession. Donc sur $1000, lui-même, ou 2, ou et à 3, ils ont $750. Donc, c'est 5%. Donc, il faut que nos téléspectateurs sachent ça. Parce que votre émission, j'ai dû considérer ça comme une émission pédagogique. Donc, les téléspectateurs doivent savoir que lorsqu'une personne vient de mourir, il laisse les biens. Le droit des enfants, c'est 75%. Les droits des autres héritiers, c'est 25%. Pourquoi je dis les autres héritiers? Parce que, à part les enfants, nous avons ce que nous appelons les héritiers de la deuxième catégorie. Et pour la deuxième catégorie, nous avons père et mère d'Idekuyus, Babot, la personne décédée, ses frères et sœurs, son épouse aussi, ou son époux, le conjoint survivant. Donc, non seulement qu'une femme et un homme mariés sous le régime de la communauté, n'est-ce pas, doivent d'abord dissoudre le régime matrimonial, la femme prend sa part née du régime, et la part du mari est divisée comme une succession. Et si cette part-là du mari, la femme est encore héritière là-bas. Vous voyez? Elle devient héritière de son mari, dans la catégorie de deuxième catégorie. Et dans la deuxième catégorie, ils ont droit à 25% avec les pères. Donc, en matière de succession, il n'y a pas de préférence, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de préférence. Que yo, quand tu vas là en bongo, papa moi, je dois avoir tel. Non, non. La loi dit qu'à l'intérieur de chaque catégorie, les parts se divisent à part égale. À l'intérieur de chaque catégorie, là, chacun doit avoir une part égale. Il n'y a pas que c'est moi le père, c'est moi la mère, c'est moi le conjoint survivant. Non, il n'y a pas ça. Vous devez diviser vos 25% à part égale entre le père, la mère, les frères et sœurs et le conjoint survivant. Voilà pourquoi moi je condamne toujours toutes ces personnes-là qui, lorsqu'un homme meurt, la première chose c'est de chasser la femme. En chassant la femme, première chose, on chasse un copropriétaire. Parce qu'avec votre fils, ou à chasser l'homme, avec votre fille, ils se sont mariés sous le régime de communauté. Et donc, il ou elle, il est copropriétaire du bien. Donc, avant de chasser une femme de sa maison parce que son mari vient de mourir, conformément à votre coutume là, une mauvaise coutume, il faut se poser la question, était-il marié sous quel régime? Est-ce qu'à chasser cette femme ici, on ne chasse pas une copropriétaire de sa propre maison? Est-ce qu'à chasser cette personne ici, on ne chasse pas une héritière sur le bien de notre fils? Est-ce qu'à chasser cette femme, on ne chasse pas quelqu'un de ces 25%? Parce que tout ce qui vient de faire le bruit autour des biens lors de la succession, qu'ils sachent à travers votre émission Justicia Magazine, qu'ils n'ont droit qu'à 25%. Et celui qui dérange là, au Matanga, les 25%, dans les 25% là, il n'a pas droit à tout. Il a encore droit à 25% divisé par leur nombre là. Vous comprenez? C'est fondamental. Mais c'est ce qui pose problème dans notre société. Oui, ce qui pose problème, ce n'est pas les droits, mais l'ignorance du droit, la peur sociologique. Parce que vous créez la peur là, ou bien biloko, ou bien bana. Ce que l'ingi biloko, bana aussi là. Et puis là, les mamans sont les premières à dire non, non, non. Na lingi kopé de bana nangaïté, biloko c'est rien, moutoune le kakabiloko, hein, vraiment. En tout cas, Johnny, Marco, Julie, papa est parti, laissez bien ses frères, mais voilà, voilà. Vous comprenez? Mais c'est à cause de cette ignorance-là que d'autres prennent les dessus. Bon, vous savez, ce qui est curieux, c'est que la sorcellerie vient là-dedans, on fait peur. Mais tous ceux-là qui ont eu le courage de faire valoir le droit, en lieu place de la coutume, en lieu place de la sorcellerie, en lieu place de ceci ou cela, ceux-là ont eu à gagner et ceux-là ont eu à répondre à faire face à ça et ils ont à gagner leurs droits. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la libéralité ou la donation?
Lorsque une libéralité ou une donation a violé aussi la loi, la masse successorale, n'est-ce pas? Il y a ce que nous appelons la procédure de rapport. On doit rapporter les biens à la succession. Donc vous tous là qui avez reçu le bien des gens, hein, pendant leur vivant, leurs enfants, leurs successions, peuvent vous réclamer ces biens-là. Hein? Ils peuvent vous réclamer. Comment ça? Par la procédure de rapport, je t'assigne un rapport d'un bien. Et beaucoup plus entre les enfants. Vous êtes 10 enfants. Votre papa n'a eu que 2 maisons. Mais il a déjà donné une maison à sa fille cadette. Et les 10 ont quoi? N'est-ce pas? On demande à la fille cadette, cher ami, d'abord rapporte ta maison, on les partage tous. Mais bon, ça aussi, sociologiquement, les gens disent c'est notre petite sœur. Bon, nous tous nous avons déjà grandi, d'ailleurs elle est veuve. D'ailleurs papa lui avait donné ça parce que il y a aussi la compassion qui entre là-dedans, au détriment du droit. Mais tu sais qui est droit, dès que ça donne, c'est tout le monde qui agrée à ça, bon, ça passe. C'est lorsqu'il y a contestation qu'on soulève le point de droit. Mais lorsqu'il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de contestation. Est-ce que l'ignorance de la loi n'est pas à la base de cette situation que nous vivons dans notre société? Il y a deux choses. Au-delà de l'ignorance de la loi, il y a la mauvaise foi. Mais la mauvaise foi est engendrée par l'égoïsme, la paresse et l'excès de pauvreté. Tous les problèmes de succession viennent de ces éléments-là. La paresse, l'égoïsme, la pauvreté, moteur mabé. Pour vouloir avoir telle maison, on a vu des enfants qui se renient. Qui ont Gilles, papa pour seulement avoir le bien, on va se renier son propre frère. J'ai vu même un procès ici où 2 enfants, 3 filles renient le mariage de leur maman, leur propre maman. Parce que seulement, pour eux, qui dit mariage de leur maman, dit leur maman aura 50% des 3 maisons laissées par leur papa. Or, les enfants, ils avaient déjà leur calcul que bon, 3 maisons, chacune aura sa maison. Mais l'autre m'a voulu nous, attention, chers amis, on est mariés et j'ai droit à 50%. Et les 50% là prennent 2 maisons. Parce que l'une des maisons est plus valeureuse. Les 2 maisons de l'imité là ont la valeur de la maison de ma campagne. Ou soit vous prenez les 2, je reste avec la maison de ma campagne, soit moi je prends les filles étaient comme ça. Ils sont partis aller réfléchir. Citation directe. Faux en écriture. Oh, l'acte de mariage de leur maman, c'est un faux. Ouais, le sadisme. Voilà. La loi a déjà tout prévu. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de dossiers au niveau de nos causes de tribunaux? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est d'abord l'ignorance de cette loi-là. Combien connaissent la loi? Deuxièmement, la culture d'avoir peur de la loi. Il y a des gens qui connaissent la loi, mais ils disent, bon, après tout, il y a des gens qui aiment les procès. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Mais lorsque vous disiez d'entrée de jeu que le parquet général vous a donné un pourcentage, lorsque le dossier est maintenant au niveau du parquet général, là, c'est-à-dire que ça a quitté, les contestations arrivent maintenant au niveau pénal. Où, comme je vous disais tantôt là, que les certificats de mariage commencent à être produits pour faux, où le liquidateur est considéré comme avoir déjà détourné, avoir escroqué, avoir volé, s'être approprié une partie de ceci, avoir changé le titre à son nom. Ah, là, le parquet entre dedans. Mais principalement, la question de succession, c'est une question du tribunal de paix. C'est le tribunal compétent pour départager les gens en matière de succession, mais aussi la grande instance lorsque le patrimoine est grand. Pendant la vie du père, bon, parce que les mères aussi meurent, quoi. Mais c'est beaucoup plus autour de bien laissé par le père qu'il y a beaucoup de problèmes. À ces moments-là, il y a toujours des rapaces qui tournent, là, des voraces, qui tournent tout autour de bien du grand frère, tous les paresseux, les petits frères paresseux, les oncles paresseux, hein, les membres de famille, là, envieux, ils viennent là, c'est pour ravir aux enfants. Soit ils viennent monter les enfants contre eux, soit ils viennent monter les enfants contre leur maman.
Bon, surtout s'il a eu 2 ou 3 lits, c'est les enfants de ces lits ne veulent pas les enfants de autres lits, ou bien les enfants de tel lit ne veulent plus de telle maman, alors que c'est cette maman-là qui les a fait grandir. Tout ça, c'est l'égoïsme et puis bon, l'état d'âme. Mais les victimes sont les enfants et les pauvres veuves. Est-ce que la loi prévoit des sanctions? Oui, les sanctions sont les sanctions du droit commun. Parce que si vous détournez, c'est le droit commun. Si vous volez, c'est le droit commun. Si vous falsifiez, c'est le droit commun. Si vous faites un mauvais traitement de la veuve, c'est du droit commun. Les sanctions sont là. Que préconisez-vous pour mieux protéger les enfants et les conjoints survivants? La première chose pour protéger les enfants et les conjoints survivants, d'abord, c'est d'avoir un mariage correct. Un mariage correct. Le mariage correct, c'est que tu ne peux pas vivre 20 ans, 30 ans avec une femme sans l'épouser. Lorsque vous vous mariez à une femme, vous l'aimez, vous la dotez, il faut l'épouser, même civilement. Et ça nous concerne tous, nous tous les hommes. Parce qu'en définitive, on finit par épouser. En tout cas, le plus grand péché, c'est mourir sans épouser. La femme avec qui vous avez vécu 20 ans, 10 ans, 20 ans, c'est vraiment un crime. Deuxième chose, c'est autant que possible, éviter plusieurs lits. Troisièmement, autant que possible, faire en sorte que ta famille et ta femme, ta famille et ton mari soient et vivent en bonne relation. Parce que à la mort de Kouyous, on dirait que c'est au niveau de la question de succession que les gens viennent se régler les comptes. Odondo mingi na ndako oyo. Wana ikomi mona yo na yo kaka. Yokuto obungisi eloko te. Biso ne tobungisi moto. Respecter les exigences de chaque régime. Séparation des biens? Ok. Il faut que les biens soient vraiment clairement définis. Ça, ce sont les biens de mon épouse, ça, c'est les biens de mon mari. Communauté des biens. Soyez précis. Ne soyez pas cachotiers. Vous avez parlé de la communauté des biens, mais dans votre comportement, vous cachez certains biens personnels, vous amenez ici au nom de ton oncle, au nom de la tante, au nom de ceci. Un jour, je saurais que ma femme a acheté une maison et qu'elle a mis ça au nom de son oncle, que lorsqu'elle commence à maigrir à la maison, papa, la maman, mariée sous le régime de la communauté des biens, avait acheté un bien, il a mis au nom de son oncle, et l'oncle là, fort du titre à son nom, il a vendu cette parcelle. Maintenant, la nièce, mon épouse, ne fait que pleurer, parce qu'elle ne s'est pas dit à son mari qu'il n'a son dedans, parce qu'il avait fait ça par fraude, et il ne s'est pas réclamé ça à son oncle, parce que ça serait un conflit familial. Vous comprenez? Donc, il faut être honnête. Le régime matrimonial, les choix, ça demande de l'honnêteté. Et si maintenant j'avais écrit le livre, comprendre pour mieux choisir, c'est parce que beaucoup de gens opèrent les choix sans savoir. Et ils opèrent quel choix? Ouais. Donc c'est ça un peu le mot que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, maître, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Et encore une fois de plus, merci. Justicia, pour tout savoir sur les droits.